Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement et ce nouveau format, Lunch and Learn. Euh, on innove, on en avait déjà fait auparavant, mais sur la partie Omnichannel et Customer Engagement, c'est le premier. Et on est ravi donc de vous accueillir pour cette heure que vous prenez sur votre déjeuner afin d'évoquer, d'un point de vue de celui du chef de produit, une audience avec laquelle on a l'habitude de travailler et à laquelle on vous laisse dédier aujourd'hui, se concentrer sur le rôle du chef de produit à l'ère de l'omnicanal et de cette transformation que subit et connaît l'engagement client dans l'industrie pharmaceutique et voir ensemble les clés de succès quand on est dans ce rôle, un rôle qui est très regardé aujourd'hui et sur lequel la transformation digitale peut parfois peser beaucoup. Et donc l'ambition aujourd'hui sur cette heure, c'était de manière, vous allez le voir, assez interactive, vous permettre d'explorer quelques clés de succès qu'on a pu observer par nos expériences et nos missions chez Digital Pharma Lab et à travers la BU OCA, avec mon collègue Yazid ici présent, qui va également se présenter dans une minute. Nous avons l'habitude d'accompagner les chefs de produits omnicanal sur ces enjeux-là. Et vous allez le voir, il y a quelques éléments clés, quelques bonnes pratiques qu'on a pu mettre en exergue et qu'on souhaiterait vous retransmettre finalement aujourd'hui et un peu les débattre. On espère qu'on pourra compter, même si vous êtes en train de manger, sur votre interactivité, puisque vous allez le voir, on a aussi quelques questions pour vous. J'en Super. profite pour dire un mot juste simplement pour moi-même, et puis après Yazid se présentera. Je m'appelle Thomas Douglas, je suis directeur de la BU OCA, donc Omnichannel Engagement Agency chez Digital Pharma Lab, et j'ai une expertise donc sur la transformation de l'engagement client, auparavant dans d'autres secteurs, mais aujourd'hui assez spécialisé sur l'industrie pharmaceutique. Et je suis avec mon collègue Yazid, si tu veux dire un mot pour te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Yezid, je suis consultant omnicanal. En fait, j'accompagne tous les clients de l'industrie pharmaceutique à designer, mais aussi mettre en place et en pratique toute une stratégie omnicanal en direction, bien sûr, de l'aide professionnelle de santé. Aujourd'hui, je suis ravi d'être parmi vous et merci d'avoir pris le temps de rejoindre un petit peu notre session. Et on va commencer très rapidement. Donc, je donne la parole à Thomas. Merci Yazid. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez le voir, on va vous donner de manière très ensemble quelques clés de succès, quelques points clés qui nous semblent être ceux sur lesquels on peut réellement travailler pour s'améliorer en tant que chef de produit quand on travaille sur les sujets liés à l'omnicanal. Encore une fois, je sais que vous êtes probablement en train de déjeuner en même temps, mais n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez reçu un petit message qui vous invite à y poser toutes vos questions et on y répondra. Et vous allez voir aussi qu'on aura quelques moments pour vous laisser réagir au fur et à mesure de cette présentation. Et donc, je rentre tout de suite dans la première bonne pratique, ou en tout cas le premier élément qu'on souhaitait vous soumettre en termes de best practice quand vous êtes un chef de projet sur les sujets omnicanaux, c'est d'avoir un vrai focus sur la personnalisation en tant que méthodologie, personnalisation dans la création du parcours des professionnels de santé. Si on revient un tout petit peu en arrière, et je sais que c'est connu probablement pour ceux avec qui on a déjà pu travailler ou qui nous connaissent, chez Digital Pharma Lab, on aime bien travailler et explorer l'ensemble des piliers de la transformation omnicanal, la personnalisation, le parcours client, mais aussi la gestion de la donnée et les infrastructures attenantes, ainsi que le modèle d'organisation. Toutefois, lorsqu'on est un chef de produit, on n'a pas la main sur tout ça. Et donc, on va se concentrer ici sur deux piliers clés qui sont ceux de la personnalisation et personnalisation notamment du parcours client. En réalité, la personnalisation n'est même pas forcément liée à un sujet digital, c'est une nouvelle appétence sociétale de prime abord, puisqu'on est aujourd'hui à l'ère de l'individu, et les individus sont des consommateurs qui s'attendent à des personnalisations de leur expérience. Et donc, les professionnels de santé, tout comme les patients, peuvent tomber dans cette case, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus, dans les logiques d'engagement client, la nécessité d'avoir une logique de personnalisation. Ce qu'on appelle aussi assez communément la customer centricity, c'est-à-dire que par rapport à ce qui pouvait se faire dans l'industrie pharmaceutique avant, où on pensait produit, et on pense produit d'abord, il s'agit aujourd'hui d'essayer de voir comment on peut se concentrer sur les besoins des professionnels de santé d'abord, et donc de leur proposer des contenus, des informations, des outils et des services qui correspondent à ça en premier lieu, plus qu'aux messages clés du produit et aux claims qu'on a envie de transmettre. Et ce changement, il peut être difficile parfois à opérer parce qu'il nécessite des changements méthodologiques, notamment dans la segmentation.
Dans la segmentation, aujourd'hui, on a souvent des logiques de prescription, de potentiel, mais pas toujours des éléments attitudinaux en termes de préférence de contenu, de canaux, de type de sujet aussi explorés. Je donne un exemple qui est assez connu, souvent qu'on emploie. Est-ce qu'on a des professionnels de santé plutôt axés sur la science et qui veulent avoir des données et des professionnels de santé peut-être plutôt axés patients qui veulent voir l'impact réel sur la vie d'un patient et sur son quotidien ou sur son bien-être, ou aussi en termes d'effets secondaires. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments de personnalisation assez importants. Ça peut passer par la création de personas et notamment de personas qualifiés dans le CRM, puisque voilà, c'est un élément méthodologique, mais méthodologique qui permet de faire des réelles décisions lorsqu'on crée des campagnes. Concrètement, quand on parle de personnalisation ici, c'est effectivement avoir une segmentation qui permet de prendre en compte plus de principes, de caractéristiques des cibles pour personnaliser leur expérience en termes de canaux et de contenu. On va vous proposer de réagir d'abord tout de suite dans le chat avec une première question, d'ailleurs, pour voir un peu la perception que vous en avez. Selon vous, quel pourcentage de médecins considèrent qu'ils ont reçu via les canaux de distribution en ligne des messages personnalisés et qui répondent à leurs besoins? Je vous invite à dire un chiffre, dire que dans le chat. Ouais, sur le chat, on va essayer de voir les réponses. On attend quelques secondes. B, alors première réponse, B, vous êtes sur 20%. Probablement un chiffre qui est connu peut-être. Alors, on semble y avoir encore majorité de B. Ou A. Bon, effectivement, donc du coup, en tout cas, vous êtes assez critique ou dans la réponse assez modérée qui est 20%, et effectivement, il s'agit de 20%. Alors, c'est un chiffre qui vient de Viva et qui est assez large et internationalisé, mais qui donne une certaine tendance. Aujourd'hui, on peut tous donc se regarder et voir qu'on a une forme de marge de progression, en tout cas, sur le sujet de la personnalisation. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour qualifier mieux, segmenter mieux, et pour autant, aujourd'hui, le regard des professionnels de santé est encore assez critique sur la personnalisation dont on est capable de manière concrète. Et c'est assez logique, puisque, toujours pour rester dans ces logiques de personnalisation, il ne s'agit pas uniquement de la segmentation, mais aussi de la capacité à créer un parcours. On pense souvent campagne, mais d'une manière générale, là encore, quand on se remet dans la perspective d'un professionnel de santé, il a plutôt un parcours qui est celui de l'adoption d'un produit, et ça nous intéresse quand on est chef de produit. Et donc, on passe de différents stades, de connaître le produit, comprendre ses mécanismes, et puis après, peut-être être dans une première logique d'essai, et puis après, de devenir prescripteur, et voir après être même un influenceur, un KOL sur le sujet. Il s'agit de construire aujourd'hui ces parcours en prenant en compte justement que les différentes campagnes et les différents contenus qui sont poussés doivent s'inscrire dans un certain ordre qui doit correspondre à un niveau d'adoption du produit. Concrètement, ça veut dire là encore qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un professionnel de santé qui connaît déjà la marque, le produit qu'il utilise, versus celui qui ne connaît pas ou qui a certains freins à lever, certains questionnements. Et donc, si les gens sur le terrain sont capables de distinguer de visu et par connaissance, j'allais dire intuitive, humaine, en face à face, qu'ils ont face à eux et comment adapter leur discours, leur posture, quand on est chef de produit, il s'agit d'envoyer depuis le siège ou de créer des choses au siège qui correspondent aussi à ces différents cas de figure, ces différents niveaux d'adoption. Et effectivement, il faut d'ailleurs éviter de confondre ce qui arrive souvent, les campagnes, avec le parcours client. Le parcours client, comme on le disait, ce sont ces différents niveaux d'adoption d'un produit. Et les campagnes que vous créez sont différents points d'accroche qui permettent de faire avancer un client, un professionnel de santé, d'un niveau à l'autre de son engagement vis-à-vis d'une marque. Alors, nous, la manière dont on le fait, c'est justement de croiser ce sujet des personas qu'on voit ici. Une fois qu'on a créé une persona ou qu'on a une segmentation attitudinale, appelons-la comme on veut, on peut donc avoir cette logique, et là c'est un outil que nous on utilise assez régulièrement, de identifier les différents besoins, les différents freins, les différents leviers pour chaque niveau d'adoption du produit, ce qui permet donc d'avoir
euh, finalement une logique de construction de vos campagnes et de vos contenus qui est un peu plus ordonnée, qui peut être aussi mieux utilisée par le terrain parce qu'elle comprend mieux, les forces de vente comprendront mieux alors du coup quand utiliser quel matériel. Et donc c'est à ça que servent ces outils méthodologiques. Et vous le voyez, à ce stade, on n'a même pas encore parlé de digital. Yazid vous en parlera juste après parce qu'on va bien entendu se parler des canaux digitaux et de la mesure de l'impact qu'il y a aussi avec, qui est souvent demandé et qui est un sujet aussi assez important, on le sait, pour votre rôle. Mais n'en serait-ce que déjà dans la préparation de vos plans, de vos brand plans ou plans d'action, enfin, peu importe comment vous l'appelez, cette construction méthodologique qui peut intégrer aujourd'hui l'omnicanal passe donc par la création de segmentation attitudinale en utilisant la donnée existante et en améliorant de manière incrémentale, mais aussi en utilisant cette segmentation attitudinale pour créer un parcours qui est voilà, plus séquencé et qui permet, que ce soit à distance ou en face à face, d'utiliser le bon matériel au bon moment et d'adresser le bon message à la bonne cible. Je vous propose donc qu'on passe maintenant directement à un deuxième élément clé, deuxième zone de travail pour vous, si vous voulez. Et Yazid donc va vous parler de la création du mix omnicanal, contenu et canaux. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Donc, pour parler un petit peu du mix omnicanal entre contenu et bien sûr canaux, donc, je reviens un petit peu sur ce que Thomas a présenté. Donc, pensez toujours persona, euh, toujours les points de frustration, mais aussi les opportunités qui découlent, euh, identifier les quick wins, définir les objectifs d'engagement, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre tout ça sur articuler ça pardon, sur un noyau central qui est le mix omnicanal. Alors, c'est quoi le mix omnicanal? C'est comment mettre en place le canal approprié avec la thématique qui correspond, mais aussi avec le thème qui correspond. Et du coup, aujourd'hui, donc, dans l'industrie pharmaceutique, donc, il existe trois types de canaux. Donc, on a les own channels, donc les canaux qui vous sont propres. Donc, vous avez la partie offline, bien sûr, donc c'est les visites face-to-face. Mais vous avez aussi à côté donc, ce qui est online, donc les RTI, les approved email, votre site web. À côté, vous avez ce qui est levier payant, donc c'est les paid channels, donc ce qui est régie publicitaire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les sites third party comme le Medscape, ceux qui ouvrent leur banner publicitaire afin que vous puissiez intégrer votre promotion d'un produit ou sur une campagne awareness. Et vous avez le Earth Channel, donc on va dire c'est les canaux à travers lesquels vous gagnez de la visibilité, KOL ou Digital Opinion Leader. Ça pourrait être de la presse ou à travers un programme d'innovation comme Coalition Next. Ça, c'est un exemple. Donc, si aujourd'hui, on sera amené à évaluer la pertinence et le choix de ces canaux. Donc, next, Thomas. Donc, vous avez sur la partie Own Channel, donc vous aurez un contrôle. Donc, on sait, vous êtes chef de produit, vous délivrez, vous produisez ce contenu, bien sûr, avec un ciblage bien défini. Donc, le coût de cette production, elle est moyennement pas trop cher, hein, parce que vous avez les portails Vival, votre bibliothèque, etc. En termes de, bien sûr, le taux de conversion, il est assez long, parce que là, ça nécessite de la visite, une fréquence et une publication au bout de 4-6 mois selon votre plan de visite. Ce qui est moins bien dans le owned media, c'est la partie reach. En fait, vous avez un ciblage assez déterminé. Si aujourd'hui vous identifiez une opportunité sur un marché de niche, vous ne pourrez pas être proactif. Et c'est ça, en fin de compte, la limite du owned media. Aussi, c'est chronophage. Donc, produire du contenu marketing, le faire valider selon les SOP de chaque laboratoire. Donc, c'est un exemple, ça prendra un peu plus de temps. Sur la partie paid media, moi, je dirais que c'est le levier le plus efficient. Quoi efficient? Donc, vous pouvez couvrir tout le monde rapidement sur une courte période. Le targeting sera un peu plus poussé, mais ce qui est bien, c'est que vous aurez des analytics data derrière sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour optimiser votre stratégie. À côté, ce qui est un petit peu limitant, c'est le coût. Donc, je vous donne un petit peu un exemple. Les coûts d'acquisition sur LinkedIn, donc c'est entre 3 à 5 dollars, ce qui est assez cher pour une campagne de même pas un mois. Voilà. Aussi, il y a les contraintes réglementaires sur la partie paid. Vous n'aurez pas de contrôle sur certaines bannières publicitaires qui seront diffusées sur des third parties, des sites web third parties, mais aussi, comme vous savez, donc le levier paid, c'est à court terme, enfin, c'est en one shot. Donc, vous ne pourrez pas rediffuser sur une période de 1-2 mois dû à des coûts assez importants. Si on passe à la partie
média. Next, Thomas. Voilà. Ce qui est bien avec ce levier, c'est que vous pouvez avoir de la visibilité, de la crédibilité grâce à un third party, un KOL qui communique sur les réseaux sociaux, un DOL aussi, on appelle ça. Et les coûts seront à la limite de 0 euros parce que vous ne dépensez aucun argent, vous ne dépensez aucun budget par rapport à ça. C'est une prise de décision d'une autre personne. Par contre, les limites de ce levier, c'est que vous n'aurez aucun contrôle, le risque d'avoir des feedbacks négatifs, des commentaires qui vont impacter soit votre produit, soit votre campagne, et aussi la difficulté de se réapproprier ce contenu parce qu'il y a ce qu'on appelle un contrat entre la personne qui communique et aussi les contrats réglementaires en interne. Et là, ça prendra un peu plus de temps. Aujourd'hui, on aimerait, moi et Thomas, vous présenter, next Thomas, une étude qui a été menée sur les médecins généralistes. Donc aujourd'hui, on a à peu près 75 personnes avec nous. Donc je pense qu'il y a des laboratoires, il y a des chefs de produits qui couvrent cette cible. Donc c'est une étude qui a été menée en 2022, donc pour les deuxième, troisième trimestres, sur un nombre de 150 médecins généralistes. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que premièrement, donc aujourd'hui, il y a le levier, donc le canal de distribution, donc le face-to-face marche toujours. Donc, on va rassurer les délégués qui ont toujours cette crainte, donc en termes d'impact, mais aussi en termes de couverture. Le deuxième point, on voyait, en fait, il y a, pour faire une lecture rapide, il y a des points en forme de carreau et des points en forme de rond, alors que le rond, ce qui est online et le carreau, ce qui est offline. Vous voyez que pour les généralistes, moi je parle bien des généralistes, le levier offline marche toujours, que ce soit sur la partie paid, que ce soit sur la partie owned media. Le troisième point, donc si on revient, ce que vous voyez le carreau en vert, là c'est beaucoup plus les offline. Et on se dit, la lecture qu'on se fait en 2022, je pense que ça a évolué, les généralistes sont moins sensibles à la promotion sur le levier paid. Donc ça, c'est les 3 key learnings à en tirer de cette étude. Deuxième étude, là on parle de médecins plus spécialistes. Donc, on va voir qu'on a fait une étude de la même chose 2022 sur les 2-3 trimestres et ils ont évalué quels étaient les canaux qui ont un impact sur la décision de prescription. Toujours en premier plan, donc il y a la visite face-to-face qui a toujours un impact, moyennant des moyens de communication et des événements autour du produit. Le deuxième point, ce que je relève, c'est que la partie earned media marche et a un impact sur la décision de vos spécialistes. Et là, on parle des encours, donc ça, c'est juste une cible. Voilà. Donc aujourd'hui, réfléchissez en tant que chef de produit à activer ce levier, de trouver des partenariats avec des DOL ou des KOL qui vont parler de vos campagnes awareness ou d'activation, de rétention ou sur une nouvelle indication et ça va vous donner de la visibilité, ce qu'on appelle un petit peu dans le growth marketing. Donc, ça va se faire connaître, se faire aimer, mais se faire adopter votre approche. Voilà. Le troisième point, donc, on va dire, il y a un petit peu, certaines personnes vont se sentir un petit peu malaise puisqu'il y a tous les chefs de produits qui ont investi sur les parties bannières, ça ne donne pas vraiment d'impact. Vous voyez que sur la partie troisième cadran, le retour d'investissement il est assez très très faible. Voilà, on va dire comme ça. Next, Thomas. Bien sûr, à travers tous ces canaux qu'on active, on va récolter des analytics et des données. Et aujourd'hui, toute stratégie omnicanal est drivée par de la donnée. Cette donnée qui nous permet d'ajuster notre ROI, mais aussi d'optimiser nos leviers. Voilà. Et du coup, là, on vous a mis quelques exemples. Donc, vous avez le site web, l'email, le e-event et certains réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. On ne va pas parcourir ligne par ligne, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour toute stratégie omnicanal, il est essentiel d'avoir les standards et de se comparer. Et que sur les drivers, vous voyez sur l'avant-dernière colonne, c'est le contenu qui impacte automatiquement la performance de ces leviers. Sur un site web, on va voir par la suite Next, Thomas. Je reviens juste en arrière, je vous laisse prendre une capture d'écran si vous le voulez. C'est un outil qui est très utile, qu'on diffuse assez volontiers. On a compilé un certain nombre de données
qui permettent voilà, de formuler un benchmark qui est des différents KPIs à suivre. Et Yazid, dans quelques secondes, va les redétailler. Mais c'est l'intérêt aussi, parce qu'on est entre nous, là, avec vous, chef de produit, c'est une cheat sheet ou voilà, une anti-sèche assez rapide sur aussi quel chiffre rechercher, quel chiffre regarder et est-ce que encore, le chiffre que vous regardez est bon ou pas par rapport à l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, je voulais juste insister et vous laisser le temps de faire la bonne capture d'écran qui va bien. Et puis de toute façon, vous aurez accès aussi à ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Je te laisse poursuivre, Yazid. Voilà. Donc, si on revient un petit peu sur les deux leviers qui sont les plus utilisés dans l'industrie pharmaceutique, on a la partie email. Donc là, je parle email newsletter. Et on fait pas, j'inclus pas ce qu'on appelle les RTI ou les approved email parce que ça se fait en face-to-face. Donc, sur la partie email, donc, il y a toujours un indicateur qu'on prend en considération, c'est le taux d'ouverture, l'open rate. Donc, aujourd'hui, l'objectif est d'avoir plus de 20%. Ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est des métriques propres à l'industrie pharmaceutique, j'insiste, et qui est impacté bien sûr par l'accroche, le sujet, mais aussi les jours de travail. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un médecin est plus habilité à ouvrir un mail un vendredi qu'un lundi, voilà, par rapport à la charge de travail. Ça, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, il y a comme l'écosystème de toute la technologie est en train de changer, aujourd'hui, avec les nouvelles configurations iOS, ça va impacter votre taux d'ouverture. Comment y remédier? Donc aujourd'hui, vous avez cette possibilité de croiser le taux d'ouverture avec le CTR, taux de clic, mais aussi le taux de conversion. Et ça, c'est un point important. Sur un CTR, donc l'objectif est de 2,5 et qui sera bien sûr forcément impacté par le contenu, la partie UX, mais aussi la valeur, le UX, comme on appelle, donc Unique Value Proposition, derrière votre contenu. J'ai dit aussi le taux de conversion, donc ce que vous proposez sur l'email comme téléchargement. Ça pourrait être un e-book, une étude sur un disease awareness, sur un PSP programme, ce qu'on appelle Patient Support Programme, ou éventuellement sur la partie, je veux dire, RCP, ça pourrait être pour les réunions multidisciplinaires, ça pourrait être un exemple, comment améliorer les réunions multidisciplinaires chez les oncologues, point important. Et là, on va voir un taux de conversion qui va être un objectif supérieur à 15% et comment l'optimiser avec un CTA clair, etc., etc. Prendre en considération en second lieu sur le taux de désabonnement, donc qui doit être inférieur à 17%. Et bien sûr, ce taux de désabonnement dépend aussi du taux de rebond qui peut aller de 0,39% à 0,53% et qui dépend aussi de l'hygiène de votre liste de distribution. Next, Thomas. Deuxième levier le plus utilisé aujourd'hui, c'est les sites web. On a un indicateur, c'est le trafic, c'est le nombre de visites, qui dépend en premier lieu des pages piliers. C'est quoi les pages piliers? Donc, c'est les rubriques, le nombre de brand, les aires thérapeutiques, est-ce que c'est un site multi-brand ou un site propre aux patients, etc. De l'audience, un médecin généraliste, le temps de visite d'un médecin généraliste n'est pas le même qu'un chirurgien, ça c'est clair. Et le nombre de trafic, de sources de trafic. Plus vous multipliez les leviers d'acquisition paid ou owned, plus vous aurez un trafic important. La session, donc une session équitable, enfin on va dire, elle est à 2 minutes 50. Le nombre de pages, l'objectif, il doit être à 2 pages et demie et qui dépend aussi du content value. Taux de conversion, l'objectif, il doit être supérieur à 5% et qui dépend aussi de la landing page et de la proposition de valeur qui sera derrière. Comptez aussi sur le taux de rebond. Le taux de rebond, en fait, il change d'un site à l'autre. Quand vous avez ou quand vous mettez en place un portail avec un one key ou un double login, donc le taux de rebond, il est faible parce que le médecin, dès qu'il arrive, il cherche une information, ça c'est clair. Quand vous avez un site, un blog pour des patients ou ouvert au public, là, les taux de rebond augmentent de 40 à 60%. Donc ça, c'est la fourchette. Voilà. Next, Thomas. Je te donne la parole par rapport à la checklist à préparer pour toute stratégie omnicanal. Parfait. C'est juste que sur cette partie, et vous avez vu, comme l'a fait Yazid, il y a tout un intérêt à savoir lire les chiffres et savoir qu'est-ce qu'on regarde et quelle performance on cherche. Mais l'objectif n'est pas les KPI en soi. Je sais que vous êtes probablement harcelé sur ce sujet de la mesure d'impact et des KPI associés à ces différentes campagnes. Et en même temps, on va se parler assez honnêtement aussi, on constate qu'assez régulièrement, parce que vous êtes, je dis vous, c'est un vous très global des chefs de produits où je fais un stéréotype, on a souvent très peu de temps et beaucoup de choses à valider et à faire. Et
une fois que c'est fait, on passe souvent à la chose suivante sans avoir peut-être le recul et prendre le recul et le temps d'analyser ce qui a été fait et finalement si ça a fonctionné ou pas. Alors, nous, on aime bien avoir, en termes de méthodologie, vous avez vu qu'on est très branché méthodo. Le premier aspect, c'est déjà en amont, au début de campagne, d'avoir un objectif. Et ça va mieux en le disant, mais oui, toute campagne devrait avoir un objectif déjà assez final. Et si on pense d'ailleurs aux différentes campagnes que vous construisez, il doit y avoir peut-être un moment qui correspond à la conversion. Et donc, on construit une campagne pour convertir. Et donc, c'est un objectif de campagne. Il faut vérifier qu'on en a un parce que des fois, la tête dans le guidon, on ne sait plus forcément à quel objectif on poursuit dans une campagne donnée. Et pourtant, ça reste de la communication. Donc, on communique avec un objectif et des messages clés. Ensuite, justement, vérifier qu'est-ce qu'on a comme initiative de conversion. Est-ce qu'on a des call to action qui sont clairs? Et puis, est-ce qu'on a bien fixé finalement des indicateurs de performance? Je préfère là aussi casser tout tabou et c'est une conviction assez personnelle. Il n'y a pas finalement de KPI consacré et unique. Il y a pour chaque organisation des indicateurs intéressants à regarder en fonction des outils qui sont disponibles, des canaux que vous utilisez. Mais ce qu'il faut, c'est avoir créé ce consensus de se dire on regarde ces chiffres-là et on se mesure et on se compare d'ailleurs par rapport à nous-mêmes. Je vous fais une petite parenthèse par rapport au tableau qui vous a été monté précédemment. Vous avez vu qu'il y avait une colonne vide pour vos propres standards internes. Ce sont les standards les plus pertinents, se comparer déjà en interne, que ce soit entre filiales ou entre marques ou autres, pour déjà avoir une indication à armes égales, à environnement avec plus égal, qu'est-ce qui est déjà performant et qu'est-ce qui d'une campagne à l'autre fonctionne plus ou moins. Et donc, là aussi, bon, ça c'est un exemple déjà rempli, mais le deuxième outil qu'on propose, c'est dans la mesure de campagne, d'avoir finalement un ensemble de KPI identifiés avec une cible de performance pour chacun de ces indicateurs, et puis d'aller à un moment collecter le résultat. Et ça et ça évoque aussi un élément assez clé dans la conduite du changement qui est lié à l'omnicanal et au digital, c'est qu'il y a plus de données qu'avant, on est plus donc en mesure de mesurer ce qui se fait. Dans la plupart des laboratoires, la question n'est pas d'avoir accès aux données, même s'il y a une question souvent d'hygiène des bases de données, je le reconnais volontiers, mais c'est de prendre le temps de faire cette construction, d'avoir fixé des indicateurs au départ et d'aller au résultat, d'aller voir à la fin si ça a fonctionné, quel résultat on a eu, et d'avoir fixé ces KPI en amont. Donc voilà, là aussi, concrètement, donné comme ça, une fois rempli, pour chaque étape de votre funnel, de votre parcours, comme vous le voyez, des indicateurs. Et c'est pour ça qu'on vous en a présenté un certain nombre et qu'on a essayé de prioriser précédemment ces indicateurs. Et puis après, avec votre objectif cible pour chaque, ce qui vous permet, donc, une fois que vous avez les résultats de votre campagne, de voir très concrètement si ça a fonctionné ou non. Et puis, ça vous construit un reporting. Ce qu'il faut retenir finalement de cet aspect-là pour nous, c'est qu'il faut faire parler les chiffres. Il y a plein de données, vous avez plein d'insights potentiellement à créer grâce à vos campagnes, grâce à ce qui remonte aussi du terrain. Ce qu'il faut, c'est autour de vos campagnes, de prendre le temps de raconter aussi ses succès et de faire parler ces chiffres-là en montrant que concrètement, il y a eu de la performance ou non, mais aussi, c'est important de voir ce qui n'a pas fonctionné et d'accepter aussi à un moment de prendre une réorientation tactique, de se dire ce canal-là n'a pas fonctionné, on arrête, on change, on re-challenge. Et finalement, la notion de la mesure d'impact, certes, on a envie de savoir si ça a amené si concrètement on a eu un impact positif sur le business, mais un objectif intermédiaire est aussi de savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas dans ce qu'on fait pour l'améliorer en permanence. Quatrième point, et sur lequel on va vous proposer d'échanger ou d'interagir assez brièvement, c'est de maîtriser les processus et de les faire évoluer en interne. Concrètement, ce qu'on peut voir, c'est que dans cette transformation omnicanal qui est en train d'aboutir, vous avez la possibilité d'utiliser des nouveaux canaux, des nouvelles choses, des nouvelles pratiques. Et pour autant, il n'y a pas toujours le contexte qui permet dans l'organisation d'y aboutir. Si on se parle d'influence, si on se parle de site web, d'utilisation aussi de third parties, comme l'évoquait Yazid, selon les organisations, on est plus ou moins mature, comme on dit, et on a plus ou moins déjà les clés pour faire ces choses-là. Et donc là-dessus, c'est un sujet qui est beaucoup moins facile à adresser. Vous allez voir qu'on ne peut pas prêcher une version unique de ce qu'il faut faire, mais on voudrait prendre le temps d'échanger, de prendre aussi vos feedbacks là-dessus. Alors, on vous propose de vous connecter rapidement à un espace qui s'appelle WooClap pour échanger. Pour ce faire, il vous suffit de flasher le QR code et puis également d'aller sur le lien qu'on va vous faire apparaître dans le chat. Hop, je le mets tout de suite. Ensuite, vous pouvez donner le code qui s'affiche à l'écran. Ça va vous permettre de vous connecter à cette session. Et on a quelques questions pour vous, ce qui va me permettre aussi d'échanger, de rebondir sur le sujet
de ces processus internes, vous allez voir que concrètement, pour les nommer et parler réellement, on va parler assez concrètement du légal et du réglementaire, de la compliance, mais aussi peut-être parfois de la communication grand public, comme corporate aussi, appelé comme ça parfois, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues du chef de produit, ou en tout cas ne pas toujours comprendre ce qui est proposé, ne pas toujours non plus avoir de réponse adaptée d'un point de vue réglementaire pour couvrir tous les cas de figure de votre créativité. Et donc, on va essayer de voir ensemble concrètement comment ça peut être adressé. C'est justement, je pense que vous avez tous pu vous connecter, sinon cliquez sur le lien qui est dans le chat, et puis je vais vous remettre le code. Puis on va passer à la slide suivante. Alors, le code, si jamais vous vous connectez. Hop là. Alors, la première question s'affiche, et donc c'est un peu la première question pour baser un peu aussi les réflexions qu'on va avoir là pendant les minutes qui suivent. Vous voulez vous demander finalement sur quel sujet thématique, quel canal, quel type de capabilities, sur quoi finalement les process ou les contraintes réglementaires vous brident aujourd'hui. Alors, on a une première réponse là que je vois qui est le code. Hop. Donc, les réponses que vous avez mises sur WooClap vont s'afficher. Donc, la création de contenu, un premier élément, pas mal d'éléments qui arrivent. Alors, laissez quelques secondes, mais le but, c'est de réfléchir un petit peu par rapport à ces éléments-là. Donc, justement, ce qu'on évoquait, et donc, on va essayer de différencier certains sujets, mais on va prendre quelques éléments pêle-mêle qui arrivent. Je relève celui des réseaux sociaux parce qu'en plus, j'ai eu, à titre personnel, pas mal d'expérience sur ces canaux-là dans l'industrie pharmaceutique. C'est d'abord un sujet pour la communication grand public, qu'elle soit comme corporate, comme patient, en fonction de comment on l'appelle. Il s'agit de l'impliquer et de peut-être les impliquer dans les créations de contenu dites omnicanal, ce qu'on a déjà pu voir, hein, où le marketing, le chef de produit travaille avec la com patient, la com environnement. Il s'agit de les impliquer assez tôt et d'impliquer le réglementaire aussi sur peut-être la création, la proposition de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être fait ou ne pas être fait. Dans ces éléments-là, alors en général, comme vous êtes dans des groupes internationaux, vous avez déjà des consignes qui peuvent exister à un niveau international. Voilà, donc le global ou la région a peut-être déjà ce genre de pratique. Et puis sinon, il s'agit de bien cadrer ce qui est publié sur les comptes corporate versus ce que publient les personnes liées à l'entreprise, donc les collaborateurs. Alors, je regarde, il y a beaucoup d'éléments. On va pouvoir voir finalement un peu ce qui ressort. Je vous invite aussi, comme vous le voyez, à voter. C'est-à-dire que vous pouvez choisir une de ces entrées-là et décider de voter pour celle-ci. Voilà. Donc, vous pouvez voter, n'hésitez pas, comme ça, on va pouvoir voir et prioriser aussi. Alors, le replay de webinaire, tout à fait, c'est intéressant. Je vois que tout remonte aussi, c'est bien, c'est le moment aussi d'exprimer. Donc, sur les réseaux sociaux, on a couvert. Sur les replays de webinaire, effectivement, on peut constater que selon d'une organisation à l'autre, il s'agit de trouver la bonne solution. Donc, se questionner, est-ce que c'est via Zoom, est-ce que c'est Teams ou est-ce que c'est une autre solution? Et en fonction de cela aussi, les replays sont plus ou moins réalisables. En termes de temps aussi, je le relève, et de délai, c'est assez intéressant, on va en reparler. C'est aussi une question de les impliquer assez tôt. Alors souvent, ils ont beaucoup de charges de travail, mais en fonction de la personne que vous avez face à vous, les impliquer assez tôt permet aussi de réduire, puisque quand on est en bout de chaîne et qu'on découvre un peu ce qui est fait et qu'on demande un peu en dernière minute de valider, c'est en général un peu plus délicat. Sur la réponse principale qui ressort, le tout, sur tous les projets, finalement, vous vous sentez un peu contraint. C'est assez intéressant de voir que ça pousse à la créativité, en tout cas, puisque le marketing sous contrainte, avec l'ensemble de ces contraintes, permet aussi de voir comment vous pouvez parfois, je ne dis pas détourner, mais trouver des manières de faire ce que vous voulez faire dans les capacités qui sont offertes ici. Sur le contenu, je voulais relever aussi le point sur la validation de contenu, puis je vais te laisser réagir, Yazid. Je voulais simplement noter que les approches modulaires de contenu sont souvent des approches qui sont poussées par vos régions de plus en plus en France et que c'est assez délicat par rapport au rythme NSM d'avoir aussi ces validations et d'être dans le rythme par rapport à la mise en place des contenus modulaires et que
la manière dont on voit souvent que c'est bien géré, c'est au niveau régional de faire en sorte, c'est pas assez délicat, c'est parfois un peu politique, mais que la France soit impliquée dans la création de contenu, même régional, de manière très anticipée, pour pouvoir quand même être calé sur les rythmes à NSM, tout en bénéficiant d'un contenu modulaire créé par la région. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot, Yazid, et puis aussi peut-être sur les replays, si tu as des Thomas, tu peux suggestions. expliquer c'est quoi le modular content? Peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Tu as raison. Le modulaire content, donc le contenu modulaire, c'est le fait de créer des blocs de contenu qui sont pré-validés et qu'on va mettre dans une base de données type Viva Vault, donc dans un Digital Assets Manager, et qui va permettre donc ensuite d'avoir une interface où on peut sélectionner des blocs de contenu en fonction justement d'ailleurs des personas, du niveau d'adoption et du message clé, et puis ensuite de recréer des contenus, email, site web ou autres. Ce qui existe de plus en plus dans les groupes assez internationaux, mais qui pose des problèmes puisque justement on a pour but quand on fait ça de faire des vagues de contenu qu'on publie, mais qui ne sont pas forcément sur le rythme de la NSM quand on est dans un contexte international. Donc ça pose souvent des difficultés. Voilà, je ne sais pas si tu voulais dire un mot sur ces éléments, enfin contenu ou replay aussi, puisque c'était un élément qui montait Oui, beaucoup, Yacine. il y a deux points qui reviennent souvent, donc le contenu et la rapidité de validation, donc pas d'agilité. En fait, c'est vrai que toute stratégie omnicanale nécessite de délivrer beaucoup de contenu à des cibles complètement différentes. Et du coup, ce processus de content factory nécessite de l'agilité, d'où l'implication du réglementaire en amont. Le réglementaire, le médical, mais aussi le légal pour certains points, pour des campagnes de sensibilisation en direction des patients. Et du coup, nous, on encourage les gens à travailler en mode Scrum, en mode agile. Et même notre agence, éventuellement, accompagne tous les professionnels de la santé, mais aussi les industriels, dans l'approche agile pour travailler en toute transparence avec la partie collaborative et certains outils qui vont avec. Ça, c'est un point très, très important. Voilà. Alors, on ne pourra pas tout adresser, hein, je vois d'ailleurs l'heure qui tourne, on va essayer d'en relever un ou deux autres. Et il y en a qui font déjà référence à la deuxième question que l'on voulait vous poser. Je voulais juste, j'en avais vu un qui était intéressant. Tac, tac, tac. On essaye de regrouper, hein. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Ça vous permet aussi d'avoir un benchmark des difficultés que vous partagez. Oui, non, c'était sur la diffusion. Comment s'assurer que tout ça ira bien à un professionnel de santé et à personne d'autre? On voit aussi qu'il y a des sujets d'acculturation et vous voyez aussi sur voilà, la compréhension tout simplement de ce que vous voulez créer parfois qui n'est pas toujours compris. Et donc, il s'agit bien aussi d'avoir, du coup, pour vous, et oui, on sait que vous le faites sûrement, un travail d'acculturation. Vos partenaires aussi, Omnichannel Manager, Customer Engagement Lead ou quoi, sont des bons ambassadeurs pour aller avec vous, expliquer ce que vous avez besoin de faire et comment ça peut s'inscrire dans le contexte actuel de votre entreprise. Et donc, pensez aussi, en dehors des moments qui sont purement construire votre campagne, essayer d'avoir des initiatives d'acculturation. Et donc, avant même de dire, tiens, bah, je voudrais créer quelque chose sur telle plateforme, d'avoir pris le temps de présenter la plateforme en question ou des choses comme ça. Donc, c'est des éléments assez basiques. Ce qui nous amène d'ailleurs à la deuxième question. On voulait vous demander à quel moment vous impliquez dès le début, oui ou non. On vous laisse répondre le plus honnêtement possible. C'est une question, bien entendu, assez réflexive et qui se fait selon les cas. Alors, bon, ça bouge, ça bouge. Essayez de répondre avec le plus d'honnêteté, mais en fait, il y a un message derrière cette question et qui a pour but de vous transmettre une bonne pratique. En fonction déjà de l'organisation que vous avez plus ou moins des équipes qui sont dédiées à l'omnicanal ou à la création de campagne. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous, qui nous connaissent un peu, vous savez, et qui ont déjà aussi une expérience un peu omnicanal, vous voyez souvent que le chef de produit peut se retrouver assez orchestrateur d'une stratégie omnicanal pour sa marque. Et donc, peut être construit autour de lui plus ou moins une équipe cross-fonctionnelle. Mais nous, on croit beaucoup à la cross-fonctionnalité pour construire une expérience sans couture pour le professionnel de santé. Il faut être cross-fonctionnel, impliquer le terrain, le médical, mais aussi le légal et le réglementaire. Et si possible, le plus souvent, dès le début. En fait, concrètement, comme dans beaucoup de fonctions, enfin dans beaucoup d'entreprises, il y a des fonctions qui peuvent vous sembler être des irritants, parce que c'est comme la logistique ou comme les finances ou quoi. Il y a des choses par rapport au projet qu'on a. On a certains irritants, on est toujours contraint, on a toujours des problématiques. Et on peut se rendre compte que plus tôt on les prend en compte, et c'est-à-dire finalement prendre à bras le corps les contraintes dès le départ, c'est ce qui vous permet en général
d'aboutir à, un, de meilleures relations avec ses interlocuteurs, et deux, du coup, une plus grande efficacité dans vos validations, etc. Donc, je me permettrai deux conseils à ce titre-là. La première chose, c'est que dans tous ces éléments-là, il y a les process et ce qui est permis ou non. Mais vous le voyez bien, après, s'il s'agit d'innover, je prends un cas, vous voulez créer une campagne d'influence, ça n'a jamais été fait dans votre entreprise. Ce qui va souvent être demandé, c'est du coup, qu'est-ce qui existe comme contrat, comme guidelines, etc. chez nous. Et si ça manque, si ça n'existe pas, alors ça devient une initiative individuelle pour quelqu'un au niveau légal ou réglementaire de se dire, on va créer quelque chose, du coup, on va créer un nouveau process, on va créer un nouveau contrat. Et en fait, selon moi, la raison pour laquelle ça se fait ou pas, à un moment, c'est effectivement l'acculturation. Est-ce qu'on croit à ce qui est en train d'être fait? Et aussi la relation. C'est-à-dire, est-ce que je connais ce chef de produit? Est-ce que je travaille avec cette marque? Est-ce qu'on m'a impliqué dès le début? Ou est-ce qu'on vient là comme ça en dernière minute en me disant valide ça tout de suite en me mettant le couteau sous la gorge? Et donc oui, sans tabou, disons-le, c'est aussi une question de relation. Et il faut construire cette relation alors que ce soit, bien, je vais prendre le temps, on déjeune ensemble, je t'acculture, je te montre ce que je voudrais faire peut-être ultérieurement. Est-ce que tu connais ça ou est-ce que tu as déjà des contrats là-dessus? On n'est pas forcément tout de suite en mode campagne, projet, et tiens, valide-moi ça, mais construire cette relation. Et donc aussi, et j'en reviens, c'était à mon premier point, en fonction de la main que vous avez là-dessus dans votre construction de campagne, ou de campagne au pluriel, hein, si vous avez une équipe cross-fonctionnelle, on vous recommande fortement d'inclure ces fonctions-là et très régulièrement, et aussi d'avoir des temps d'acculturation avec eux. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Yazid? Non, pour le moment, tu as tout Bien. dit. Tu es d'accord? Très bien. On a conscience néanmoins que ce n'est pas des solutions magiques et que ça ne répond pas forcément à toutes les problématiques. On note bien aussi que parfois, selon les cas, vous le faites. Mais je dirais que créer cette acculturation et cette confiance aussi, hein, parce qu'à un moment, on propose des choses nouvelles et si on n'a pas totalement la vue sur ce que ça représente, au moins, on doit faire confiance à l'équipe qui le porte, au chef de produit, pour se dire, bon, ça va être fait correctement. Eh bien, créer cette transparence. Et nous, on recommande assez régulièrement, selon la bande passante qu'ils ont, de au moins proposer et inviter quasi systématiquement à ces fonctions-là, d'être dans la construction de vos campagnes. C'est la bonne pratique qu'on en retire. Et en général, ce n'est pas que ça fait quelque chose de magique, mais ça crée une relation. Et quand on veut innover ensuite, quand on veut faire des choses qui sont parfois hors des clous ou pas forcément flaguées dans l'organisation, ça passe mieux d'avoir déjà créé cette relation et d'avoir une équipe et d'être en équipe finalement avec ces personnes-là sur ces sujets-là. Je reviens à la présentation. Hop, et on va passer finalement au dernier point avant de répondre à vos questions si vous en avez, c'est d'innover dans les services proposés pour les professionnels de santé et les patients. On a beaucoup parlé contenu et on parle beaucoup de consommation de contenu avec les KPI étonnants, mais c'est vrai que l'aspect serviciel autour du produit est toujours quelque chose qui a été avec le digital développé et qui continue de se développer. Et donc, on voulait continuer d'insister sur ce point en prenant en compte le fait que pour les professionnels de santé, il y a différents éléments qui peuvent être intéressants. Et donc, en général, tout ce qui est third parties, comme l'évoquait Yazid, est assez intéressant. Nous, on va vous présenter 2-3 idées comme ça, mais qui sont juste des exemples pour vous montrer que si on reprend le panel des différents canaux qui existent et des types de contenus qui existent, alors on peut toujours chercher à innover. Et du contenu, on peut assez rapidement passer à l'utilisation de services ou de plateformes innovantes telles que Sermo. Sermo, c'est un réseau social pour professionnels de santé qui se développe, qui est international et qui permet avant tout l'échange entre pairs avec des fonctionnalités qui permettent aux professionnels de santé d'échanger sur leurs problématiques, mais qui a bien entendu aussi la possibilité pour les industriels de l'industrie pharmaceutique de pousser du contenu dans ces communautés, un peu à la même manière que sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir du contenu de marque qui est intégré dans les fils d'actualité interpersonnels. Et donc, c'est un des canaux intéressants. Alors, bien entendu, aller sur de nouvelles plateformes comme ça pose des questions de compliance, de réglementaire aussi, et puis de ROI. On va souvent vous demander aussi quel est l'impact d'utiliser ce type de plateforme. Mais comme on l'a vu aussi avec des études telles qu'on l'a présentées précédemment, il y a bien entendu différents types de canaux, mais les third parties sont généralement appréciés pour une forme d'indépendance qu'ils proposent. Et donc, Sermo étant une plateforme entre médecins, a un fort engagement en général et le contenu de marque il est du coup moins invasif et en général assez performant. Bien entendu, ça dépend des KPIs qu'on se fixe et donc du coup du niveau d'adoption que vous visez et du stade d'adoption que vous visez. Une deuxième inspiration, là encore, qui pourrait être intéressante, on voit que parfois, les médecins ont une certaine saturation aussi parce qu'il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de services pour chaque labo et que où ils se disent ce serait bien que tout soit au même endroit et qu'on ait tous les labos au même endroit.
ce qui est quelque chose qui existe notamment chez les vétérinaires. Si on prend la plateforme Astuvet, où les laboratoires qui développent des produits là, plutôt à destination de la santé animale ont réussi pour plusieurs, à travers un partenariat sur cette plateforme, à proposer leur contenu pour les vétérinaires, tous au même endroit. Alors bien entendu, là encore, on est sur probablement quelque chose qui ferait saigner les yeux de certains responsables légaux, compliance ou quoi, parce que c'est des pratiques qui sont assez innovantes, mais pour autant, on peut voir que ça a existé, notamment dans ce secteur-là, qui n'est pas si lointain, parce qu'on est bien dans la santé, et il s'agit de laboratoires que vous connaissez d'ailleurs pour certains. Et donc, le challenge, bien entendu, de faire une campagne multilabo, enfin une plateforme multilabo, et ce serait peut-être pas un seul labo qui pourrait porter ça, mais vous voyez, c'est simplement un exemple pour avoir cette perspective-là de la customer centricity. La customer centricity, elle nous challenge souvent parce que quand on se remet dans les pompes d'un professionnel de santé, ben, on peut avoir des besoins qu'on n'a pas l'impression de pouvoir adresser tout de suite, ou en tout cas même peut-être parfois pas seul en tant qu'industriel, en tant que marque. Mais c'est challengeant et c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre parfois. Et donc, c'est cet esprit d'innovation qu'on voulait d'abord promouvoir, mais aussi montrer qu'il y a voilà, dans les zones un peu à la limite des zones de confort qu'on a actuellement, des opportunités, soit de développer des nouveaux services ou des nouvelles plateformes, type social media ou type plateforme multimarque ou multilabo qui peut correspondre encore mieux aux attentes de professionnels de santé. Voilà, j'essaie de laisser un peu de temps pour les questions parce qu'en général, il y en a quand même pas mal. Donc, pour le quart d'heure qui reste, en fonction de vos questions, prenons le temps d'échanger. On vous invite donc à transmettre vos questions, cette fois-ci, à travers le chat sur Zoom. Hop, je vais d'ailleurs essayer de le reprendre. Est-ce qu'il est pour moi? Si Yazid, tu vois les questions, n'hésite pas à me les dire à voix haute aussi, le temps que je les retrouve de mon côté. Ah, voilà. Voilà, alors on vous invite dans le chat maintenant à poser les questions si vous avez des questions par rapport à une des parties qui a été évoquée aujourd'hui ou peut-être même sur un sujet qui n'a pas été évoqué. Et Sinon, puis vous Thomas, verrez… oui, Thomas, en attendant, on vient d'envoyer un lien RTweb. Donc, on vous invite vivement à cliquer sur ce lien en fait, pour réserver vos places pour les prochaines sessions, mais aussi pour vous donner vos avis par rapport à ce webinaire. Si vous avez d'autres suggestions ou des questions, donc ce serait vraiment, on apprécierait vraiment votre geste par rapport à votre… Alors on a une première question. D'après vous, quelles sont les limites de l'omnicanalité dans l'industrie pharmaceutique? Alors, la première limite qui me vient assez instinctivement, c'est qu'on peut faire parfois des comparaisons avec d'autres secteurs tels que la banque ou encore tels que les télécoms qui ont parfois un peu marqué les chemins un peu en avance sur la transformation omnicanale, sur le 360, le sans couture dans l'expérience client. Et c'est très difficile, on me demandait un peu quelque chose de devin, je ne vois pas finalement est-ce qu'il y aurait une limite réelle, mais on peut voir parfois que dans les comparaisons, on a des limites, ne serait-ce que parce qu'effectivement, on parle de santé et que là, on a des contraintes réglementaires de plus en plus fortes et qu'on ne va pas pouvoir toujours, ou même, enfin, à un moment, on a certaines limites qui font qu'on ne peut pas opérer comme certains autres secteurs, qui vont envoyer des pushs, des notifications, qui vont pouvoir aussi traiter plus de données. Donc, je veux dire, les limites, elles sont effectivement quand même assez réellement réglementaires, parfois illégales, juridiques, mais elles doivent être contournées par l'innovation et la créativité et aussi par parfois faire ce travail déjà en interne, puisque si je prends le sujet, par exemple, des campagnes d'influence aujourd'hui sur les réseaux sociaux, travailler avec des influenceurs, certains laboratoires considèrent qu'ils peuvent le faire et ont réussi à créer un cadre qui leur correspond, et d'autres pensent que c'est impossible et qu'ils n'y arriveront jamais, voire même que ça ne devrait pas être possible dans leur industrie. Donc, c'est aussi des limites qui sont parfois internes et qu'il faut travailler d'un point de vue politique et humain. J'espère avoir répondu à la question, mais il n'y a pas de réponse exacte de toute façon. N'hésitez pas à poser encore vos questions si vous en avez d'autres dans ce chat. Sinon, c'est que tout était très clair ou alors que vous êtes encore très occupé par votre repas puisque c'est un format lunch and learn.
Alors oui, c'est intéressant une question sur les maladies rares. La spécificité, là c'est assez expérimental ce que je vais dire, mais je me mouille. Je pense qu'on peut peut-être même se passer de persona parfois en maladies rares en fonction du nombre de professionnels de santé qu'on a. Je m'explique. On a souvent tendance à dire que dans l'omnicanal aujourd'hui, il faut faire des segmentations attitudinales très fines et puis qu'ensuite on va qualifier dans le CRM pour associer des profils. Mais finalement, il faut regarder 2 secondes parfois combien de profils on a, combien de médecins on a, et en fait, on peut rester sur une forme de haute couture. On va personnaliser très, très individuellement, voire presque à aller sur un plan de campagne ou un plan d'engagement par médecin qui peut être porté par le terrain. Et donc, la différence que je vois, c'est qu'on peut être encore plus fin si on veut personnaliser. Il faut s'appuyer du coup sur le terrain beaucoup, mais on peut avoir vraiment une expérience très, très fine et proposer plein de variations des différents parcours. Si c'est à la main du délégué, notamment, qui peut, en fonction, s'appuyer sur différentes pages, différents contenus, etc., avoir une expérience très, très fine et avoir aucune campagne unique, mais que des parcours individualisés en maladie rare. Sur la RGPD, c'est bien entendu, la RGPD, bien entendu, c'est une limitation, et d'ailleurs pas que pour l'industrie pharmaceutique. Néanmoins, il y a souvent des choses qui peuvent être faites tant qu'on est finalement dans la pleine collecte des consentements et aussi d'une très pleine liberté pour la personne qui reçoit les communications de se désabonner et de gérer son consentement. Je crois que c'est un peu ça les vrais principes de la RGPD dans le fond. Et il faut s'attacher à cela, avoir un bon partenaire. Là aussi, là encore, si on a bien créé cette relation avec les personnes concernées dans votre organisation, peut vous accompagner sur la manière de trouver des voies d'engagement qui ne contreviennent pas à ces règles-là. Euh, je reprends un exemple très souvent. Et puis, en fait, c'est aussi à vous de soumettre les cas un peu atypiques qui ne sont pas forcément connus. Aujourd'hui, si vous avez des adresses mail de médecins, eh bien, vous pouvez en faire utiliser certains outils qui vous permettent de retrouver ceux qui sont présents sur Twitter. Et en fait, l'information, elle est publique puisque vous croisez juste votre base de données d'email avec celle de Twitter. Et donc, du coup, ça permet aussi de recréer une liste Twitter après, derrière, de personnes qui étaient potentiellement déjà dans votre CRM et après de leur adresser des campagnes Twitter spécifiques. Donc ça, c'est une recommandation qu'on a fait, par exemple, pour un client, pour un besoin donné, hein, ne pas reproduire tel quel, mais et finalement, au moins, d'un point de vue RGPD, ben, finalement, ce n'était pas si déconnant que ça, parce qu'on s'était fait dans la pleine collecte des consentements, de part et d'autre, côté Twitter, et puis côté vous, votre CRM. Donc, il y a une question de créativité, là encore aussi, dans les procédés, et c'est bien là-dessus qu'on insiste. L'industrie pharma-vétérinaire est-elle plus avancée dans l'omnicanal, plus efficiente, car non limitée réglementairement? Je pense que oui, effectivement. Les vétérinaires, en plus, ont un côté peut-être plus commerçants, entre guillemets. Enfin, quand je dis commerçants, c'est qu'ils ont en plus envie de pouvoir proposer des contenus à leurs clients. Ils doivent aussi faire face à une certaine concurrence parfois. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que chez les vétérinaires, il y a une vraie appétence pour le contenu des labos et notamment aussi le contenu patient. Donc là, tout ce qui est les contenus destinés à comment prendre soin d'un animal et comment, autour d'un traitement, prendre soin de lui. Les vétérinaires sont souvent désireux d'avoir du matériel là-dessus et l'utilisent. Et cette plateforme qu'on vous a montrée, AstuVet, elle existe aux États-Unis et en Europe. Et effectivement, il y a aussi l'intérêt donc le contenu est plus facile à créer, je vous le confirme. Il y a plus de contenu, les laboratoires ont embarqué plus facilement dessus, bien entendu. Et aussi, il y a une plus forte appétence à recevoir du contenu, peut-être chez les vétérinaires, parce que c'est peut-être plus dans la culture, mais là, par rapport à ça, il y a aussi une quête d'éducation sur comment on prend soin d'un animal. Donc, là encore, dans notre objectif, c'était de vous présenter aussi une industrie qui n'est pas trop lointaine pour que vous puissiez voir qu'il y a des voies et des benchmarks qui sont assez intéressants. Selon vous, quelles sont les nouvelles compétences qu'un chef de produit doit avoir à l'ère de l'omnicanal? C'est une très bonne question. Je laisserai aussi Yazid réagir là-dessus s'il le souhaite. Oui. On va parler assez cash, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on se disait peut-être beaucoup que c'était le terrain qu'il fallait acculturer au digital et à l'omnicanal. Et les chefs de produits sont souvent, je fais des stéréotypes, mais souvent des digital natives, des profils assez jeunes et qui connaissent le digital. Donc, il y a une certaine attente aujourd'hui qu'un profil chef de produit, parce qu'il est digital native aussi, ait une certaine appétence digitale sans être expert, donc une certaine connaissance d'utilisateur, hein, voilà, des différentes plateformes et ce qui s'en fait. Mais un peu plus loin et encore un peu plus techniquement, je crois qu'il y a une attente de, comme on le disait, savoir faire parler les chiffres, être capable de mesurer un peu ses campagnes et de dire ce qui a marché, pas marché, et par rapport à un KPI donné, d'être capable de dire, bon, là, je vois que j'ai mon taux de rebond qui est de X%,
Ça veut dire que c'est trop élevé par rapport à ce que j'attends, donc je vais regarder par exemple le temps de chargement de ma page ou est-ce qu'il faut que je change mon header, mon call to action. Donc KPI, analyse, prise de décision. Ça, c'est un processus qui est donc de la lecture d'analytics, par exemple, qui est un des skills, je pense, qui est de plus en plus attendu des chefs de produits. Et puis, du coup, un peu dans la même veine, d'être capable d'articuler les différents canaux et contenus, c'est-à-dire de se dire, bah là, dans une phase de début de campagne, c'est de l'awareness, donc il vaut mieux une cible large, donc je vais mettre du paid media, puis après, je affine mon funnel et donc je vais sur mes canaux plutôt owned, et puis après, je fais du terrain, et voilà. Cette orchestration multifonction et multicanaux est une attente aussi, je crois, envers les chefs de produits, qu'on voit souvent comme chef d'orchestre des campagnes omnicanales. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Yazid. Oui, Thomas, moi j'aimerais rajouter juste un point essentiel, c'est que le chef de produit doit avoir cette vision holistique entre tous les leviers offline et online et faire ce mix. Donc ça, c'est important. Et qu'il ne doit pas penser que produit. Donc aujourd'hui, on parle produit business, mais d'avoir cette vision aussi sur le comportement de ses clients. Ça, c'est un point très, très important. Le deuxième point, c'est avoir cette faculté à s'adapter. Donc, travailler en mode agile, ne pas produire en cascade des contenus et les déléguer aux visiteurs médicaux pour qu'ensuite, ce sera ventilé. Donc, savoir identifier les opportunités et hop, pivoter sur ce qui marche pas, optimiser en se nourrissant bien sûr de ce que tu as dit des data. Et le troisième point, c'est tester. Et test and learn, c'est un point important. Tester tous les outils, optimiser et challenger vos agences. Parce qu'aujourd'hui, les agences vous remontent des data. Si vous n'avez pas cette capability d'analyser des données et de les challenger, vous passez sur des points très, très essentiels pour optimiser votre stratégie. Ça, c'est les 3 points que je recommande à tout chef de produit. Voilà. On a encore le temps pour une ou deux questions s'il y en a d'autres à mettre dans le chat. Sinon, en tout cas, pour rester sur les key takeaways et de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a bien entendu, en fait, dans ce rôle de chef de produit, à la fois une forte attente de delivery. Il y a beaucoup de choses à faire et qui sont parfois assez classiques et qu'il faut délivrer. Il y a aussi cette attente parce qu'il y a cette transformation en cours de mi-canal. Il y a ce regard porté sur les chefs de produit de par ces profils digital natives et qui ont la main sur la stratégie de la marque, de proposer des choses nouvelles finalement, et de faire avancer cette transformation main dans la main avec les omnichannel managers, etc., quand ils existent encore dans l'organisation, quand ils existent, parce qu'on n'a pas toujours la ressource d'avoir un marketeur digital aux côtés du chef de produit, etc. Et pour être très honnête, le début de ce Lunch and Learn vient un peu de ce constat-là, de se rendre compte que les omnichannel managers, ça ne court plus forcément les rues dans l'industrie pharmaceutique et que quelque part, omnichannel is good marketing, comme on dit, et donc que ça fait partie du savoir-faire du marketeur aujourd'hui de maîtriser les aspects de l'omnicanalité, ou en tout cas de les porter, donc du coup avec conviction, de créer les relations avec les différents points de contact internes qui doivent faciliter ça et être aussi vecteur de ces innovations en termes d'expérience client, tout en assurant l'essentiel, c'est-à-dire ce qui existe déjà, qui marche déjà et qu'on doit réaliser. Donc, c'est un peu l'ensemble de ces éléments-là, ce qui montre que donc, du coup, c'est une fonction chef de produit qui à la fois nécessite de maîtriser quelques fondamentaux, mais aussi d'être dans l'exploration et l'apprentissage permanent de nouvelles choses, de nouvelles voies, de faire plus de benchmark aussi pour voir ce qui existe, et après d'être ce X-factor irritant un petit peu au sein de l'organisation qui vient pousser des choses nouvelles. Et donc, on espère que vous a donné envie de continuer à être cet irritant en interne, en tout cas, ces personnes qui font bouger les lignes et qui proposent des nouvelles choses, mais prennent en compte effectivement les besoins des professionnels de santé pour prouver qu'on répond bien à un besoin. C'est toujours ça, finalement, la question de vos interlocuteurs. Même à un moment, quelqu'un qui doit vous rédiger un contrat pour une campagne d'influence, il va vous demander si ça vaut vraiment le coup, donc si on répond à un besoin et s'il y a du ROI derrière. Et également continuer eh bien, de consulter aussi de manière cross-fonctionnelle, puisqu'on ne l'a peut-être pas assez souligné ici, mais bien que vous avez votre rôle marketing, eh bien, c'est maximiser votre impact que de mettre vos contenus au service d'une stratégie cross-fonctionnelle, c'est-à-dire qui implique bien le terrain, qui comprend aussi votre segmentation et comment vous voulez orchestrer ça, et puis le médical aussi, qui propose une autre forme de contenu qui est très, très intéressante et très complémentaire aussi de ce que vous pouvez créer d'un point de vue plus promotionnel. Je regarde s'il nous reste une ou deux Thomas, questions. Non. ouais, Thomas, il nous reste un peu de temps, c'est juste pour inviter l'auditoire, si les gens qui n'ont pas, on remercie les gens, des gens qui ont participé à notre survey. Pour les autres, on vous invite vivement à participer. En fait, on aimerait bien avoir vos feedbacks par rapport à ce webinaire. Mais aussi, il y a une question
sur les sujets que vous voulez approfondir pour les prochaines sessions. Donc, ça pourrait être la personnalisation, la création du persona, comment identifier les quick wins, et on pourra orchestrer un webinaire dans ce sens et éventuellement avoir des notes, une note de synthèse. Hein, donc, c'est super important pour la suite. Donc, vraiment, on vous invite vivement à cliquer sur le lien, partager vos feedbacks, des commentaires. Vraiment, ça sera le bienvenu. Voilà. Vous voyez qu'on essaye de walk the talk, comme on dit, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut, enfin, de faire vraiment ce qu'on prêche et donc de personnaliser aussi ces expériences. Là, c'était une première, on a été du coup assez large. Sur les prochaines, on veut vraiment coller à vos besoins et à vos attentes, nous aussi. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce survey. On est dans les temps. On vous souhaite donc une bonne fin de déjeuner et une bonne journée. Et on espère vous revoir très bientôt, probablement à la rentrée. À la rentrée. Très bien.